Imaginez une plage jamaïcaine en 1962. Le soleil tape fort, les vagues roulent doucement, et soudain, une silhouette émerge de l'eau turquoise. Bikini blanc immaculé, coquillage à la main, ange qui ondule avec une assurance presque animale, regard perçant fixé sur l'horizon. C'est Ursula Andress. En une seule scène, sans presque ouvrir la bouche, elle vient de créer l'archétype ultime de la James Bond Girl. Celle qui lance 1000 affiches, qui fait vendre des millions de tickets, qui marque l'histoire du cinéma pour toujours. Mais derrière ce bikini mythique se cache une cage dorée. Les producteurs l'adoraient à condition qu'elle montre sa peau. Les critiques la méprisaient, doublaient sa voix allemande jugée trop étrangère et ignoraient son vrai talent d'actrice. Elle parlait 4 langues couramment, avait un humour mordant, une culture immense. Pourtant, on ne voyait qu'un corps. Et aujourd'hui, à plus de 88 ans, née en 1936, la femme autrefois sacrée, la plus belle du monde, vit recluse. Grille verrouillée, rideaux tirés, interviews refusées, amis éloignés. Elle évite même les miroirs. Comment la première Bond Girl, symbole absolu de liberté sexuelle et de glamour, est-elle devenue l'une des icônes les plus oubliées et les plus amères d'Hollywood? Pourquoi jure-t-elle n'avoir plus jamais remis ce maudit bikini? Et surtout, l'industrie l'a-t-elle punie pour avoir refusé d'être une marionnette? Dans cette vidéo ultra complète, on va plonger dans toute sa vie. L'explosion de Dr. No, ses playboys assumés, ses amours explosives avec Delon, Belmondo, Brando, Mastroianni, Presley et bien d'autres, son mariage chaotique avec John Derek, sa maternité tardive et solitaire, ses refus rageurs face au studio, sa colère intacte contre les producteurs bons, jusqu'à sa vie actuelle, silencieuse et défiante dans les Alpes suisses ou sa villa romaine envahie par les lianes. Accroche-toi, parce qu'on va parler sans filtre. Sexisme, pouvoir, liberté, trahison, vieillesse et une femme qui a payé très cher d'avoir dit non. Si tu aimes les vraies histoires derrière les légendes, reste jusqu'au bout. Et à la fin, dis-moi en commentaire, Ursula méritait-elle vraiment plus qu'un bikini et 10 000 $? Allons-y. L'instant qui change tout, la naissance d'une icône sur la plage de Dr. No. On commence par le moment précis où tout bascule. 1962, Jamaïca. Terence Young dirige Dr. No, premier film James Bond officiel. Sean Connery est choisi pour incarner 007, mais personne ne sait encore si ça va marcher. Le budget est modeste, l'équipe improvise beaucoup. Ursula Andress, 26 ans, arrive sur le plateau. Elle est suisse-allemande, mannequin depuis l'adolescence, déjà vue dans quelques films européens sans grand retentissement. Elle n'est pas une star, mais elle a ce mélange rare, une beauté sculpturale, un M65, mensuration parfaite, peau dorée par le soleil, un regard bleu glacé qui transperce et une attitude qui dit « Je m'en fous de ce que vous pensez ». La scène de la plage est écrite rapidement. Honey Rider doit sortir de l'eau, chanter « Underneath the Mango Tree », mais Ursula ne chantera pas elle-même, puis rencontrer Bond. Le bikini, il n'est pas bleu au départ. C'est Ursula qui insiste pour qu'il le soit, parce qu'elle trouve que ça contraste mieux avec sa peau bronzée et l'eau turquoise. Elle ajoute elle-même la ceinture et le fourreau pour le couteau de plongée, détail qui rend le look à la fois sexy et dangereux, guerrière et séductrice. Quand elle sort de l'eau, l'équipe retient son souffle. Terence Young dira plus tard, c'était comme si Vénus naissait une seconde fois, mais avec un flingue à la ceinture. Sean Connery, dans ses mémoires, avoue avoir eu du mal à garder son sang-froid pendant la prise. La caméra de Ted Moore capte tout. Les gouttes qui perlent sur sa peau, le mouvement naturel des hanches, le coquillage tenu comme un trophée, et ce sourire en coin qui dit « C'est exactement l'effet que je produis ». Le public explose. À la sortie en octobre 1962, Dr. No devient un phénomène mondial. Le bikini blanc d'Ursula se vend en milliers d'exemplaires, version cheap en coton vendue dans les grands magasins. Les affiches avec elle seule rapportent plus que celles avec Connery. Life Magazine la met en couverture. Playboy la veut immédiatement. Elle devient instantanément la plus belle femme du monde, selon plusieurs sondages de l'époque. Mais Ursula, déjà, sent le piège. Dans une interview rare de 1963, elle déclare « Ce bikini m'a fait star. Il m'a donné l'argent, la liberté, le pouvoir, mais il m'a aussi enfermé. À partir de ce jour, on ne m'a plus vu autrement. » Elle gagne seulement 6 000 $ pour le rôle, plus un bonus, alors que le film rapporte plus de 59 millions dans le monde, équivalent à environ 600 millions aujourd'hui. Pas de pourcentage, pas de droits dérivés. Les producteurs, Cubby Broccoli et Harry Saltzman, empochent tout. Et sa voix, son accent suisse-allemand fort est jugé trop dur pour le public américain.
Nicky van der Zyl, voix off célèbre, la double entièrement. Ursula n'a presque pas de dialogues originaux dans la version finale. Elle dira plus tard « Ils ont pris mon corps, mon image et même ma voix. J'étais une poupée muette. » Pourtant, cette scène lance tout, le mythe Bond Girl, le glamour sexy assumé, l'érotisme cinématographique des années 60. Ursula devient l'étalon or. Chaque Bond Girl suivante, Luciana Palgi, Gilles Saint, John, Jane Seymour, sera comparée à elle. Mais pour Ursula, c'est le début d'une malédiction. Elle ne pourra plus jamais sortir de cette image. L'arme à double tranchant, quand la nudité devient un acte de pouvoir et de rébellion. Après l'explosion de Dr. No, Ursula Andress ne se contente pas de surfer sur la vague. Elle décide de la dominer. Au lieu de fuir l'image de sex symbole que le bikini lui a collée, elle l'embrasse pleinement, et de la manière la plus radicale possible pour l'époque, la nudité assumée, sans excuse, sans regret. Dans les années 1960, où les actrices hollywoodiennes négocient souvent des clauses anti-nudité dans leurs contrats pour protéger leur respectabilité, Ursula fait exactement l'inverse. Elle pose nue, elle joue nue, elle vit nue devant les caméras quand elle le décide. Et elle le fait avec une phrase qui reste légendaire. « Parce que je suis belle. » Pourquoi faire semblant que ce n'est pas le cas? Son premier grand coup d'éclat post-Bond arrive en 1965. Playboy publie des photos nues d'elle issues du film Nightmare in the Sun, un petit thriller de 1965 où elle joue déjà des scènes déshabillées. C'est la première fois, mais loin d'être la dernière, elle posera 7 ou 8 fois pour le magazine entre 1965 et 1970 environ. Juin 1965, une édition mythique où John Derek, son mari à l'époque, la photographie nue, avec ce regard provocateur qui dit « Je contrôle mon corps, pas vous ». Novembre 1965, juillet 1966. Chaque fois, c'est un événement. Playboy, qui est alors le magazine le plus audacieux du monde occidental, la met en couverture ou en page centrale et les ventes explosent. Ursula ne se cache pas derrière des draps artistiques ou des poses pudiques. Elle pose frontale, confiante, souvent avec un sourire moqueur. Pourquoi elle accepte? Pas pour l'argent, même si ça paye bien, pas pour plaire aux hommes. Pour elle, c'est un acte politique. Dans une industrie où les femmes sont objectifiées sans jamais avoir leur mot à dire, Ursula prend le contrôle. Elle dira plus tard dans des interviews « Je ne pose pas pour eux, je pose pour moi. C'est ma beauté, mon corps, ma décision. » C'est un bouclier. En montrant tout, elle désarme les critiques qui veulent la réduire à un fantasme masculin. Si elle choisit de se déshabiller, personne ne peut l'accuser d'être forcée. C'est l'autonomie totale dans un monde qui veut la contrôler. Et ça marche jusqu'à un certain point. Les années 60 deviennent son âge d'or cinématographique, mais toujours teinté de cette ambiguïté. Regardons ces films majeurs de l'époque. D'abord, The 10th Victim, la 10e victime, 1965, un film italo-français de science-fiction satirique réalisé par Elio Petri, avec Marcello Mastroianni comme partenaire. Ursula y joue Caroline Meredith, une tueuse professionnelle dans un futur où les humains chassent légalement d'autres humains. La scène d'ouverture est iconique. Elle abat un homme avec un soutien-gorge mitrailleur. Elle porte des tenues futuristes ultra sexy, dont un bikini high-tech en métal et plusieurs scènes de nudité partielle ou suggestive. Le film est un mélange de pop art, de James Bond parodique et de critique sociale sur la violence et le consumérisme. Ursula est brillante, drôle, froide, fatale. Mais encore une fois, les affiches et la promo insistent sur son corps plus que sur son jeu. Mastroianni, immense star italienne, est fasciné par elle. Leur alchimie à l'écran et hors écran, comme on le verra plus tard, est électrique. Puis The Blue Max, 1966, un drame de guerre aérienne de la Première Guerre mondiale avec Georges Peppard et James Mason. Ursula y joue Kaeti, une aristocrate allemande sensuelle et manipulatrice. Il y a des scènes de nudité, elle se baigne nue, des plans suggestifs, et son personnage est complexe, ambitieuse, cynique, prête à tout pour grimper socialement. Le film est un succès critique et public. Peppard est excellent en pilote obsessionnel, mais Ursula vole souvent la vedette par sa présence. Pourtant, les critiques de l'époque parlent plus de ses courbes que de sa performance nuancée. Un journaliste américain écrit « Andress est magnifique, mais elle reste un décor somptueux dans un film d'homme. » Et Perfect Friday, 1970, un braquage élégant avec Stanley Baker et David Warner. Ursula y est Brit, une secrétaire sexy qui aide à voler une banque. Encore des scènes osées, un rôle où elle joue la séductrice intelligente. Le film est fun, british, mais elle est reléguée à l'élément glamour. Dans tous ces films,
Ursula montre un talent réel, timing comique, intensité dramatique, charisme naturel. Elle parle couramment anglais, français, italien, allemand. Elle a un humour vif, souvent sarcastique. Mais les réalisateurs et producteurs ne savent pas quoi faire d'elle. Trop exotique pour les rôles romantiques classiques, son accent, son look européen, trop célèbre pour les rôles de soutien discret. Un metteur en scène lui dit carrément après un casting « Personne ne veut entendre Aphrodite parler. On veut la voir. » C'est là que la malédiction s'installe vraiment. Sa beauté devient son piège le plus dangereux. Les costumiers reçoivent des ordres, plus de décolleté, moins de tissu. Les attachés de presse vendent ses amants, pas ses rôles. Les critiques louent son physique ou la balai. Andress est spectaculaire, mais son jeu? Elle racontera plus tard. Il ne critiquait pas mon acting, il critiquait mes hanches, comme si mon corps empêchait mon talent d'exister. Et pendant ce temps, sa vie privée alimente le mythe. Les liaisons s'enchaînent, explosives, publiques. Marlon Brando, une brève mais intense passion dans les années 60, quand il est au sommet avec The Godfather en préparation. Alain Delon, photo volée à Rome, bras enlacés, scandale garanti. James Dean, une rumeur persistante d'une relation brève avant sa mort tragique en 1955. Elle dira « J'ai essayé de l'aimer, mais il était trop instable. » Ryan O'Neal, dispute publique à Malibu, passion toxique. Franco Nero, étincelle sur des tournages italiens. Jean-Paul Belmondo, on en reparlera en détail plus tard, 7 ans de feu et de chaos. Marcello Mastroianni, flirt intense pendant The DTH Victime, alors qu'il est marié à Catherine Deneuve, rumeur de dispute avec l'épouse hospitalisée. Chaque relation fait les gros titres. Tabloïd, paparazzi, scandale. Ursula ne cache rien. Je tombe amoureuse souvent, mais jamais bêtement. Je sais toujours le prix à payer. Et le prix est élevé. Réputation de briseuse de ménage, image de femme fatale incontrôlable. Pourtant, c'est aussi sa force. Dans une époque où les femmes à Hollywood doivent être dociles, elle est imprévisible, sexuellement assumée, indifférente au conformisme. Elle devient le Joker du cinéma, dangereuse, libre, inclassable. Mais cette liberté a un coût. Les rôles se raréfient pour les actrices qui refusent de jouer le jeu. Elle refuse des contrats TV lucratifs, décline des pubs, poursuit même un studio en 1976 pour utilisation abusive de son image. « Je ne suis pas une marionnette », dit-elle. Et c'est vrai, mais ce refus la marginalise. À la fin des années 60, Hollywood commence à la voir comme un risque. Trop intimidante, trop susceptible d'éclipser les stars masculines. Les incendies amoureux, mariage avec John Derek, Svangali et Galatée, puis l'échappée vers Belmondo et les passions destructrices. Ursula Andress ne tombait pas amoureuse. Elle allumait des feux. Et ces feux, souvent, consumaient tout autour d'elle, y compris elle-même. Sa vie sentimentale n'était pas une série de romances discrètes. C'était un spectacle permanent, chaotique, parfois violent, toujours médiatisé. Les tabloïds des années 60 et 70 en vivaient. Photos volées, disputes publiques, rumeurs de triangles amoureux. Ursula ne se cachait jamais. Elle assumait ses passions comme elle assumait sa nudité, sans honte, sans filtre. Tout commence très tôt, à seulement 21 ans. En 1957, elle rencontre John Derek, acteur et réalisateur américain de 30 ans, déjà connu pour son physique de dieu grec. Il avait joué dans des westerns et des films d'aventure. À l'époque, Derek est marié à l'actrice Patty Bears, avec qui il a 2 enfants. Mais quand il croise Ursula, jeune mannequin suisse qui tourne alors des petits rôles en Europe, c'est le coup de foudre immédiat et destructeur. Il abandonne femme et enfants pour elle. Il se marie en secret à Las Vegas en 1957. Hollywood est choqué. Les journaux la traitent de briseuse de foyer, de sirène fatale. Ursula, elle, s'en moque. Elle dira plus tard « J'étais jeune, j'étais libre et John me voyait comme une œuvre d'art à sculpter. » John Derek devient rapidement son mentor, son photographe personnel, son guide dans le monde du show business. Il est obsédé par sa beauté. Il la photographie des heures durant, nue ou semi-nue, dans des poses artistiques qu'il vend à Playboy ou qu'il garde pour lui. Il la coiffe, la maquille, choisit ses tenues. Il veut la transformer en icône parfaite. Ursula est sa Galatée et lui son Pygmalion Svangali. Pendant un temps, ça fonctionne, c'est symbiotique. Derek la pousse à accepter Dr. No. Il la conseille sur ses contrats, il la protège, ou du moins essaie, des prédateurs d'Hollywood. Mais Ursula n'est pas faite pour être modelée. Elle a déjà trop de caractère, trop d'indépendance. Dès le début des années 60, après le succès de Bon, elle commence à lui échapper.
Pendant le tournage de 11 Before Eddy, un film de guerre tourné aux Philippines en 1965 à 1966, réalisé par John Derek lui-même, Ursula entame une liaison très visible avec Ron Ely, l'acteur qui deviendra plus tard Tarzan à la télévision. Elle ne cache rien, baiser sur le plateau, sortie publique. Derek, humilié, quitte le tournage en plein milieu de la production. Il rentre aux États-Unis seul. Le couple divorce officiellement en 1966. Ursula racontera des années plus tard. « Je n'ai jamais été destiné à appartenir à un seul homme. John voulait me posséder, me façonner. Il m'a créé comme star, et puis je l'ai quitté. C'est une blessure qu'on porte tous les deux. » Derek, de son côté, refera sa vie avec Linda Evans puis Bo Derek, qu'il épousera en 1976 et qu'il modèlera de la même façon. Mais avec Ursula, il reste une certaine tendresse amère. Ils se parleront encore sporadiquement jusqu'à sa mort en 1998. Après Derek, les flammes deviennent plus hautes, plus dangereuses. Et la relation la plus profonde, la plus marquante, la plus destructrice, c'est avec Jean-Paul Belmondo. Ils se rencontrent en 1965 sur le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine, une comédie d'aventure réalisée par Philippe de Broca. Belmondo est alors le bad boy adoré du cinéma français, charismatique, bagarreur, séducteur, star de À bout de souffle, Cartouche, l'homme de Rio. Ursula est au sommet, bon girl, playboy, films italiens. Leur alchimie est immédiate. Dès les premières semaines, ils sont inséparables. Ils s'installent ensemble à Paris, achètent une maison à Saint-Tropez, partagent des vacances folles sur la Côte d'Azur. Pendant 7 ans, 1965 à 1972, c'est une relation électrique, passionnée, toxique. Disputes incessantes, infidélité des deux côtés, jalousie maladive. Belmondo est un homme libre, coureur invétéré. Ursula, possessive et émotive, veut de la certitude. Elle dira plus tard dans une interview rare « J'ai aimé Jean-Paul comme personne d'autre, mais j'ai tout détruit. J'étais trop possessive, trop intense. Lui avait besoin de liberté absolue. Moi, j'avais besoin qu'il m'appartienne. » Les anecdotes fusent. Ils se disputent en public à Rome, à Paris, à Saint-Tropez. Paparazzi les traque, Ursula en larmes, Belmondo furieux. Une fois, on les voit se réconcilier sur un yacht, nus au soleil, comme si rien ne s'était passé. Une autre fois, Ursula rentre à l'hôtel avec un œil au beurre noir, elle dit que c'est une chute, mais les rumeurs parlent de violence. Leur amour est une guerre permanente. La paix devient impossible. La rupture arrive en 1972, après 7 ans de chaos. Ursula part, blessée mais lucide. Elle dira « C'était trop fort pour durer. On s'est aimé à en crever et on s'est presque tué. » Belmondo, de son côté, enchaînera les conquêtes, mais il gardera toujours une tendresse pour Ursula. Ils se recroiseront parfois, sans rancune apparente. Après Belmondo, elle cherche un peu de calme avec Fabio Testi, acteur italien plus jeune, beau gosse classique, apparemment plus stable. Ils se mettent ensemble vers 1973 à 1974. 4 ans de voyage, de shooting pour magazine, d'illusions de sérénité. Mais derrière les sourires, la trahison. Ursula découvre que Testi a une liaison avec une autre actrice. On parle souvent de Charlotte Rampling ou d'une inconnue. Rupture immédiate, froide. En 1990, interrogée sur lui, elle lâche. Celui-là, je ne lui pardonne pas. Et puis il y a Ryan O'Neal, avec qui elle ravive une vieille flamme dans les années 70. Passion violente, disputes explosives. Des rumeurs de violence circulent. Ursula apparaît un jour avec un bras cassé, officiellement accident de surf pendant l'ouragan Norman. Mais un assistant confie. C'était après une bagarre avec Ryan. Elle cachait des bleus et personne n'osait l'affronter. O'Neal, connu pour son tempérament, nie tout. Ursula ne parle jamais directement de violence domestique, mais elle admet que certaines relations étaient toxiques jusqu'à l'os. Au milieu de tout ça, une parenthèse étrange et touchante, Elvis Presley. Ils tournent ensemble Fun in Acapulco en 1963. Ursula est encore mariée à Derek, donc elle affirme qu'ils étaient juste amis. Mais les témoins disent autre chose. Elvis était fasciné. Il lui envoie une BMW après le tournage. Plus fou, il enregistre 20 chansons inédites, des ballades d'amour privé, rien que pour elle. Des démos tendres, romantiques. Ursula les range dans un carton dans sa villa romaine. En 1985, une inondation les détruit. Elle dira sèchement « Je n'ai jamais aimé sa musique. Ce n'était pas mon genre. » Symbole parfait de sa vie amoureuse. Des trésors offerts, négligés, perdus. Ses amours brûlants la définissent autant que ses films.
Ils la rendent célèbre, mais aussi dangereuse aux yeux des studios. Trop imprévisible, trop scandaleuse. Les rôles deviennent plus rares. Les producteurs préfèrent les actrices dociles. La renaissance inattendue, la maternité à 44 ans, Dimitri et le chef-d'œuvre qui change tout. Au milieu des années 1970 et 1980, alors que sa carrière cinématographique s'essouffle et que ses amours continuent de brûler trop fort, Ursula Andress fait un choix qui surprend tout le monde, y compris elle-même peut-être. À une époque où la plupart des actrices de son âge, fin de la quarantaine, sont doucement poussées vers des rôles de mère ou de grand-mère secondaire, ou carrément vers la retraite glamour, Ursula décide de devenir mère. Pas n'importe comment. À 44 ans, en 1980, elle donne naissance à son unique enfant, un fils, sans mariage, sans filet de sécurité hollywoodien et surtout sans renoncer à son indépendance farouche. Le père, Harry Hamlin, un jeune acteur américain de 28 ans, beau, talentueux, en pleine ascension. Il se rencontre sur le tournage de Clash of the Titans en 1979 à 1980, blockbuster fantastique produit par Ray Harryhausen et réalisé par Desmond Davis. Ursula y incarne Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, à un rôle presque autobiographique, séductrice divine, intouchable, manipulatrice. Hamlin joue Persée, le héros mortel qui affronte Méduse et les dieux. Leur alchimie à l'écran est palpable, regards intenses, tensions sexuelles évidentes dans les scènes où Aphrodite tente de séduire Persée. Et cette alchimie déborde rapidement hors du plateau. Hamlin racontera plus tard dans des interviews, notamment dans les années 2010, quand il est devenu célèbre pour Ella Lowe et pour être le père de l'actrice Amelia Gray Hamlin. Adolescent, j'avais un poster Playboy d'Ursula accroché dans ma chambre. Elle était mon fantasme absolu. Et puis, des années plus tard, je me retrouve à tourner avec elle et à tomber amoureux. Ursula, de son côté, est intriguée par ce jeune homme ambitieux, charismatique, qui n'a pas peur de son aura. Elle a 16 ans de plus, une vie déjà remplie de légendes et de cicatrices, mais elle choisit de plonger. Leur relation commence discrètement à Londres pendant les préparatifs du film. Puis, lors d'un dîner d'équipe, Ursula l'invite à un marché aux puces à Rome. Elle adore chiner des antiquités et des objets anciens. Une semaine plus tard, il est dans son lit. Et cette nuit-là, selon la future épouse de Hamlin, Lisa Rinna, qui en parlera ouvertement dans The Real Housewives of Beverly Hills, Ursula tombe enceinte. C'était immédiat, presque magique, dira Hamlin. Ursula confirme dans une rare confidence. Je n'avais jamais voulu d'enfant avant. Mais avec Harry, quelque chose a changé. Peut-être que j'avais enfin besoin de créer quelque chose de durable. Le 19 mai 1980, au Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles, Ursula donne naissance à Dimitri Alexander Hamlin par césarienne programmée. Elle arrive à l'hôpital non pas avec un mari, mais avec son amie proche Linda Evans, star de Dynasty. Harry arrive en avion depuis un autre tournage, juste à temps pour couper le cordon et tenir son fils pour la première fois. Pas de mariage, pas de fiançailles longues. Ursula reste fidèle à elle-même, indépendante jusqu'au bout. La relation avec Hamlin dure environ 3 ans. C'est intense, passionné, mais les différences s'accumulent. Lui est jeune, beau, ambitieux, veut conquérir Hollywood à fond. Elle, à 44 à 47 ans, est déjà pleine de vie, comme elle le dit, fatiguée des projecteurs constants, des scandales, des attentes. Elle veut ralentir, vivre plus calmement, peut-être en Europe. Lui veut accélérer. En 1983, ils se séparent sans drame public majeur. Pas de guerre de garde, pas de tabloïd hurlant. Ils restent en bons termes pour Dimitri. L'exil volontaire, villa romaine envahie par les lianes, chalet suisse silencieux, ostéoporose et le refus de se montrer. Aujourd'hui, Ursula Andress vit dans un silence qu'elle a choisi. Pas celui d'une star fatiguée qui attend la fin en douceur, mais celui d'une femme qui a décidé que le monde n'avait plus le droit de la regarder. À plus de 88 ans, née le 19 mars 1936, elle partage son temps entre 2 refuges, sa villa de longue date sur les collines romaines, dominant la ville éternelle, et un chalet discret à Gstaad, en Suisse, niché dans le calme feutré et enneigé des Alpes bernoises. Ces 2 endroits ne sont plus des lieux de fête, de rire et de champagne comme dans les années 60 à 70. Ils sont devenus des forteresses contre le temps, contre les regards, contre le bruit du monde. Commençons par la villa romaine, appelée parfois Villa del Stel, sur une plaque fanée près de l'entrée. Située dans le quartier résidentiel huppé de Parioli ou sur les hauteurs de Monte-Mario, elle surplombe Rome avec une vue imprenable sur les toits, le Tibre et le dôme de Saint-Pierre au loin. Dans les années 60 et 70, cette maison était un lieu mythique.
Fellini y passait pour discuter cinéma autour d'un espresso, Antonioni pour des dîners tardifs et philosophiques, Mick Jagger y débarquait avec son entourage rock'n'roll après un concert. La piscine était toujours pleine, les invités dansaient jusqu'à l'aube, Ursula accueillait en robe légère ou en maillot, un verre de vin à la main, riant de ses propres blagues mordantes. On arrive au bout de cette plongée folle, dans la vie d'Ursula Andress. De la plage jamaïcaine en 1962 où elle sort de l'eau comme une déesse armée, jusqu'à sa villa romaine silencieuse envahie par les lianes et son chalet suisse où elle vit recluse, protégée par les grilles et son propre refus du regard des autres. Ursula n'a jamais été juste une bonne girl. Elle était la bonne girl, la première, l'originale, celle qui a tout lancé. Mais elle a payé cher d'avoir dit non aux règles d'Hollywood. Non à être une marionnette, non à se laisser enfermer dans un bikini pour l'éternité, non à mendier des miettes sur les milliards que sa scène a générés. Elle a choisi la liberté, les amours explosives, la maternité tardive comme chef-d'œuvre, et finalement, la solitude assumée plutôt que le compromis. Aujourd'hui, à plus de 88 ans, elle marche avec une canne, ses os sont fragiles, mais son esprit reste une lionne. Elle se souvient de tout, les vagues, les flashs, les cœurs brisés, les trahisons, et elle ne regrette rien. Ou presque. Elle regrette surtout que l'industrie l'ait réduite à une image, alors qu'elle était bien plus, une femme cultivée, drôle, farouche, qui parlait 4 langues et qui a osé dire « Je contrôle mon corps, pas vous ». Alors, question finale pour vous, Ursula méritait-elle vraiment plus qu'un bikini et 10 000 $? Sa défiance était-elle un acte de bravoure absolue, ou le début de son propre exil? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis, vos souvenirs de ces films, ou même si vous avez vu Dr. No au ciné à l'époque, racontez-moi. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, mettez un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui se souvient encore de cette sortie de l'eau mythique et abonnez-vous, plus activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires vraies derrière les légendes d'Hollywood. On a encore plein de destins incroyables à explorer. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Ursula Andress n'a peut-être plus jamais remis ce bikini, mais elle nous a tous marqués à jamais. À très vite pour une nouvelle vidéo.